Bonsoir à toutes, welcome on board, bienvenue sur LTU Radio dans l'émission À demain vers demain. Voilà l'émission où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la seconde fois Catherine Lejeune qui va venir nous parler donc de géobiologie et de radiesthésie. Voilà parce que l'autre fois on n'avait pas le temps de vraiment tout cerner le problème et de parler à fond du sujet. Donc on s'est dit que, vu le nombre de questions qui étaient restées en suspens, il fallait revenir une deuxième fois. Et donc, c'est pour ça que j'ai réinvité notre amie Catherine. Voilà, salut Catherine, comment vas-tu? Bonsoir Jeff, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu es venu compléter un petit peu le sujet par rapport à la dernière fois où tu étais intervenu. Oui, la première émission portait sur la radiesthésie, la domothérapie qui inclut la géobiologie, le feng shui. Et donc, par le biais de la radiesthésie, et plus particulièrement du pendule équatorial et du pendule égyptien, nous avions abordé les émissions de forme. D'accord. L'émission qui était prévue initialement d'une durée de 1 heure a duré 1 heure 3 quarts, et malgré cela, cela n'a pas suffi Ah bah c'est à, vaste. voilà, à apporter réponse à toutes les questions, d'où cette deuxième émission Oui. où on va parler, oui, plus particulièrement de la géobiologie. Maintenant, je vais être honnête avec toi, je me suis aperçue euh, que la géobiologie, bien au jour d'aujourd'hui, si on n'est que géobiologue, enfin, je veux dire, on va voir que le domaine est relativement vaste, mais on ne peut pas apporter ou solutionner tous les problèmes euh, uniquement qu'avec la géobiologie. Donc il faudra y adjoindre la radiesthésie, j'imagine. Alors, la radiesthésie, je dirais que c'est l'outil qui va nous permettre de détecter plein de choses. On va voir tout à l'heure différentes nocivités. Euh, Pas toutes, hein. On va aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, on va surtout s'attacher à la géobiologie naturelle parce que Oui. les questions qui portaient étaient bien sûr les suites et conséquences d'une exposition à des nocivités telluriques, voire cosmotelluriques, d'où la géobiologie. Mais donc c'est les suites et conséquences d'un point de vue au niveau de la santé. Donc, on va s'attacher à la géobiologie naturelle qui est accessible, je dirais, qui est la plus accessible à tout un chacun. On est tous concernés dans nos habitats. Euh, on, on pourra peut-être aborder la géobiologie non naturelle, à savoir tout ce qui touche à l'électromagnétisme, mais très honnêtement, je ne pense pas qu'on ait le temps, et encore moins à la partie qui touche à la géobiologie dite sacrée, en rapport avec les monuments, la maîtrise qu'avaient nos anciens dans les proportions, dans les formes, etc., et qui ont fait voilà, qui ont permis d'ériger des hauts lieux de culte très énergisants. Oui. Voilà, donc sur ces trois géobiologies, entre guillemets, en tout cas ces trois branches, ce soir, on s'attachera plus particulièrement à la géobiologie naturelle Oui. par voie de conséquence à tout ce qui est circulation des énergies subtiles. Et je tenterai d'expliquer certains principes, en fait, comme je peux le faire lors des formations. Voilà, on peut lire des centaines de livres si on ne comprend pas certaines choses, si on n'est pas dans cette compréhension-là de ce qu'est cette fameuse énergie, cette fameuse circulation énergétique, on ne peut pas y apporter certains remèdes. Alors que je fais partie de celles qui sont convaincus qu'avec une attention particulière portée à notre habitat, aux objets, à notre environnement immédiat, donc ça peut être l'habitat en lui-même, son environnement immédiat, donc les jardins, donc tout ce qui touche au voisinage, mais ce peut être également tout ce qui touche à notre mobilier. Et je vais essayer ce soir, je dis bien essayer, parce que le temps qui nous est imparti est relativement court, d'essayer de faire comprendre certains principes, certains fonctionnements, pour que les gens ensuite, en regardant leur intérieur, puissent y porter un regard différent et peut-être
en se posant les bonnes questions et en changeant peut-être simplement en intervertissant deux cadres au mur, puisse apaiser une atmosphère. Et j'essaierai donc dans ce cadre-là de répondre aussi à une question qui a été posée sur Facebook et que j'ai trouvée relativement judicieuse. C'est peut-on, au travers de la maîtrise de certaines énergies subtiles, contrôler, contrôler, c'est pas le bon mot, je dirais domestiquer les nocivités qui sont générées par les réseaux telluriques. Voilà. Moi, j'aimerais commencer par une question toute bête, si tu veux bien. Oui, vas-y. Voilà. Alors, disons que je viens d'acheter une maison. Où je vais pour acheter une maison. Est-il nécessaire de faire analyser son terrain ou l'orientation de la future maison pour savoir s'il peut avoir des influences négatives selon comment la maison est posée, quoi. Ça me paraît évident. Et dans cette question, il y en a plusieurs. Tu vois, je trouve même dommage que les architectes ne soient pas avant tout géobiologues ou sourciers. Parce qu'il y a effectivement des aberrations, mais j'ai dernièrement eu une personne qui m'expliquait certaines pathologies qu'avait sa sœur, que présentait sa sœur et son mari. Donc ils ont fait construire leur maison il y a une petite vingtaine d'années. Et donc là, c'est assez catastrophique d'un point de vue physique pour les deux. Et ce monsieur, en fait, me disait, simplement rentré chez moi en me disant « Oh là là, je suis désolée d'être en retard, mais le grenier de la maison de ma sœur a pris feu. » Oui. Il me dit « Il y a eu un coup de foudre et sa toiture a pris feu, comme ça. » Et je l'ai regardé, je dis « Mais est-ce que votre sœur a fait analyser son terrain? Est-ce que, par exemple, il y a autour de chez elle des souches d'arbres brûlés ou est-ce que les voisins ont été touchés? Est-ce qu'il y a de l'eau ?» Et là, il m'a fait des yeux tout ronds, me disant oui, effectivement, quand ils ont creusé les fondations, ils ont été de suite inondés. Il y avait énormément d'eau sur le terrain. Et depuis, c'est une catastrophe. Et malheureusement, ces gens, à l'époque non avertis, ont continué la construction et voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une famille qui présente des pathologies relativement importantes. On sait que c'est dû, nous savons que c'est dû à l'environnement, notamment à cette présence d'eau. Et tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer justement ce qu'est l'énergie eau. Et voilà. Et donc, oui, pour répondre à ta question, il me semble évident qu'avant d'acheter un terrain, ça aussi je vais en parler tout à l'heure, il faut déjà se renseigner sur la composition du terrain. Oui. On verra tout à l'heure l'importance que cela a. Pour revenir à ce que je disais, effectivement, déjà se renseigner sur la composition du terrain, ça c'est la première chose. Ensuite, s'enquérir de savoir s'il y a des courants d'eau ou des nappes d'eau, parce que nous verrons la différence entre un courant d'eau qui est par définition dynamique et une nappe d'eau qui présente des congestions, on verra, différentes. Ensuite, bien sûr, s'assurer qu'il n'y a pas de faille, et nous verrons tout à l'heure les suites ou conséquences qu'il peut y avoir à dormir à l'aplomb d'une faille. Et ensuite, bien sûr, regarder différentes choses. Alors, les matériaux dans une maison sont relativement importants. Je vais essayer d'en parler tout à l'heure au travers d'une tentative d'explication de ce qu'est l'effet Reich. Voilà, par rapport à la différence des matériaux qui sont dits isolants et d'autres conducteurs. Nous nous attacherons ensuite à l'étude du terrain, à repérer tout ce qui est réseau tellurique du type Hartmann ou Curie, dont on a déjà parlé lors de la première émission, mais sur lequel nous reviendrons par rapport à différentes nocivités. Et voilà, donc je dirais déjà, quand on achète un terrain et si on veut s'assurer de vivre en harmonie avec la maison et donc l'implantation, oui, voilà, il y a déjà ces démarches-là, quoi.
Alors, parce que il y a donc ce côté géobiologique, mais on verra aussi que la direction de la maison est importante selon si on met l'entrée, donc si la maison est, je dirais, de disposition cardinale ou semi-cardinale ou dite diagonale sur le terrain. On verra que l'influence de l'orientation n'est pas négligeable non plus. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Et plus les gens seront avertis, et mieux ce sera. Je pense que ça fera évoluer les professions telles que les architectes, entre autres. D'accord. Tu parlais de failles tout à l'heure, de failles. Est-ce que... Parce que c'est pas tout à fait pareil qu'une cheminée, en fait. Ah. Alors ça fait partie des choses dont je vais parler. Alors tu me poses la question des failles. Oui, on peut. Enfin, j'ai prévu une certaine trame quand même pour pas que les gens s'y perdent et pour m'assurer de la bonne compréhension, si tu veux, de certaines choses. Parce que avant de parler de l'énergie faille, j'aurais souhaité parler de l'énergie eau, parce que quand on parle de l'énergie faille, il nous faut rentrer dans certains détails, notamment dans la connaissance de la composition du terrain, avec cette notion de terrain absorbant ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Terrain miné ou pas terrain miné, quoi. Oui. Voilà, bah, je vais te laisser parler de l'énergie eau alors. Oui, alors c'est vrai que bon, là on rentre plus dans le détail, on ne fait pas tout à fait dans le bon ordre, mais c'est pas grave, je m'adapte. J'essaye de te suivre, en fait. Pardon? J'essaye de te suivre parce que en fait, c'est toi qui parlais de l'énergie eau, donc voilà. Oui, parce que je répondais à tes questions. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais m'adapter. Allez, on va s'en sortir. Oui, non, pas de souci. Alors, pour aborder l'énergie eau, euh, j'aimerais attirer l'attention des auditrices et des auditeurs sur un phénomène que nous connaissons tous, c'est le phénomène de la caractéristique vibratoire d'une substance diluée et qui est une sorte de signature énergétique potentialisée. Alors, quand je sors ce genre de phrase, on peut se demander ce qu'il y a derrière. Alors, c'est relativement simple. Je fais tout simplement référence aux médicaments homéopathiques. Tu vas voir où je veux en venir. Pour obtenir un médicament homéopathique, on va donc procéder par toute une série de secousses, une série de dilutions successives. Et à la fin du processus, c'est le but, le médicament, si tu veux, va être tellement dilué qu'à la fin, il ne contiendra même plus un seul atome de la substance originelle. Je suis claire? Ça va. D'accord. Donc pourquoi je parle de ce phénomène de caractéristique vibratoire de la substance diluée? Parce que cette caractéristique vibratoire, elle va parler à notre système énergétique. Le but étant de lui transmettre des informations qui, dans le cas de l'homéopathie, doit nous porter petit à petit vers la guérison. Donc, dans ce principe, dans ce phénomène, on va avoir deux choses. D'une part la dilution et d'autre part les secouements, ce qu'on appelle tout simplement la dynamisation du médicament en l'occurrence. Quand on parle d'énergie eau, et tout à l'heure j'ai bien dit qu'il y avait soit dans l'eau, on peut parler de courant d'eau ou d'eau stagnante. Si tu as un cours d'eau souterrain qui traverse ton terrain, donc, qui dit courant d'eau, donc parle de fluidité, etc., d'une certaine dynamique. Cette eau va être porteuse de certaines substances. L'eau, de par sa qualité, va peut-être dissoudre, on va dire, une certaine quantité de ces substances dont elle est porteuse, qui viennent de la terre, qui viennent de ce que nous rejetons, enfin nous, hommes de la vie moderne, n'est-ce pas? Et cette eau, donc qui va porter cette mémoire et ces substances en elles-mêmes, et plus son mouvement va être dynamique, et plus elle va être dynamisée.
Et donc, je suis claire. Oui. Disons que le mouvement de l'eau va reproduire ni plus ni moins que le principe de l'homéopathie. Et toutes les caractéristiques vibratoires des substances se trouvant dans cette eau vont tout simplement irradier l'espace, le sol sur lequel nous vivons. D'accord? D'accord. Donc, quand tu as un courant d'eau souterrain, selon la vitesse à laquelle il va passer sous ta maison, peu importe la profondeur, il va de toute façon se créer un nuage de congestion. Et quand on parle d'énergie subtile et quand l'on parle des conséquences que cela a sur notre organisme, eh bien on parle tout simplement de la façon dont on va vivre ces congestions-là. D'accord. Oui, c'est Ça va, c'est c'est bon. clair, c'est clair, c'est clair. Alors, ça, au niveau de l'énergie eau, donc ça, c'est une première chose. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de la mémoire de l'eau, on parle de cela, des substances dont elle est porteuse. Et plus elle va être dynamisée par son mouvement, et plus les substances en elles-mêmes, même si elles sont altérées, voire certaines disparaissent, leurs mémoires vont rester dans cette eau. Et nous allons tout Subir. simplement, en tant qu'être humain, si on dort à l'aplomb d'un courant d'eau, subir toute Voilà. cette congestion, toutes ces congestions-là de Alors, différentes provenances. donc j'ai une question forcément qui découle de ça. Quand tu parles de congestion, donc tu parles de la mémoire de l'eau. Donc on Oui, va parce que subir la mémoire de l'eau. oui, tout à fait, ce Voilà, dont elle est d'accord, porteuse. d'accord. Ok. Bon, bah c'est Parce bien. que l'eau en elle-même n'est pas forcément dangereuse. Ce qui peut être dangereux, c'est ce dont elle est porteuse. D'accord. Euh, Nous verrons tout à l'heure, quand on parlera d'énergie subtile, l'importance qu'il peut y avoir à étudier, et tout géobiologue doit se poser également, enfin se pose certainement la question, quand notamment il va étudier un appartement ou une maison à étage ou qui comporte un sous-sol, il va regarder deux circulations énergétiques. Il va étudier les énergies, on va dire, horizontales et les énergies verticales parce que nous subissons bien sûr ces deux types d'énergie-là. Hein, ce sont deux notions nouvelles que l'on voit ce soir. D'accord. Pour revenir à l'eau, euh, je dirais que c'est une des premières choses que l'on doit regarder, donc par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc ces congestions subtiles que l'on va retrouver, que l'on va vivre soit au rez-de-chaussée, soit au premier étage. Après ça, on verra qu'en fonction de la combinaison de différents phénomènes, eh bien, ces phénomènes-là peuvent justement être accrus. Mais ce qui va être important également de regarder, c'est au niveau du terrain, selon sa composition, selon s'il est acide ou alcalin. Parce que dans le premier cas, on parlera d'une énergie eau qui sera activante et qui pourra donner, par exemple, des naissances à des symptômes comme l'hypertension, l'insomnie, l'hyperactivité de certaines glandes, notamment les surrénales, etc. Mhm. Alors que si on est face à une énergie eau qui sera plutôt alcaline, donc on verra tout à l'heure, si on a le temps, on parlera d'énergie plus et d'énergie minus. Mais dans le second cas, quand l'énergie eau sera alcaline, on sera plutôt face à une énergie eau inhibitive. Et donc, les effets seront totalement contraires. C'est-à-dire cela pourra occasionner, par exemple, des dépressions ou de l'anémie ou les allergies. Beaucoup d'allergies sont dues à cela. Donc Euh, on est coincé en quelque sorte. oui, mais Dieu Bloqué. merci, il existe des géobiologues qui pourront apporter des solutions. Hein, heureusement. Oui. Mais oui, dans les deux cas, on est face à. Donc, on parle bien d'une énergie eau, mais de par ce dont elle est porteuse et le terrain qu'elle va traverser, effectivement, on va être face à moult possibilités de suites et conséquences néfastes pour la santé de chacun. Donc, il sera vraiment
très important tu vois, d'étudier aussi la géologie, c'est-à-dire la composition du terrain. Parce que l'effet de l'énergie eau pourra être déduite de cela ou pas. En tout cas, ça nous permettra de porter notre attention plus particulièrement sur certains symptômes. Hein. Genre le sommeil et les choses comme ça, quoi. Et oui, ben oui, parce que dans un cas, si on est face à une énergie eau, parce qu'on a un terrain qui est plutôt du genre acide, on connaîtra des symptômes d'hypertension ou d'insomnie, alors que dans l'autre, ça va être le contraire. On va être complètement HS, on sera anémié, on supportera une fatigue chronique. Notre corps n'arrivera pas du tout à se régénérer. Mhm. Et encore, là, on parle seulement de la composition du terrain et de l'énergie eau, enfin des congestions dont est porteuse l'eau, mais qui peuvent venir depuis des kilomètres. Par exemple, si ça passe sous un cimetière ou un terrain agricole qui est très pollué, etc. Mais aujourd'hui, nous vivons tous dans des univers plutôt citadins où, où on est face quand même à une autre énergie qui souille et inhibe complètement notre système énergétique, c'est l'énergie égout. Donc tout ce qui est fosse septique, décharge, les canalisations qui passent sous nos maisons, c'est voilà, C'est. derrière l'énergie eau, je veux dire, il y a tellement de choses qu'il faut rester très prudent. Alors, il faut pas focaliser dessus en se disant, bah, ça y est, j'ai de l'eau qui passe sous ma maison, je suis foutu. Non, encore une fois, il y a des possibilités en passant par l'adoption d'une nouvelle circulation énergétique au niveau du sol, au niveau de la maison, etc. Voilà, on peut soulager. Il y a des possibilités on va dire, de décongestionner une maison grâce à cette libre circulation énergétique que l'on va induire chez nous en créant des passages. Voilà, Ouais. parce que nous allons voir tout à l'heure que les énergies denses, c'est-à-dire les énergies celles qui sont les plus congestionnées, celles qui nous sont les plus nocives, hein, sont des énergies beaucoup plus denses que les énergies propres. De ce fait-là, elles stagnent au niveau des jambes, des mollets, on va dire, en dessous des genoux. C'est pour ça que quelquefois, quand tu rentres dans une maison, sans être sensible à des énergies particulières ou sans avoir, voilà, sans être médium ou sans avoir cette sensibilité-là, tu vas rentrer dans un lieu, tu vas sentir cette pesanteur, cette lourdeur au niveau des jambes ou des picotements. Ça peut se Mhm. traduire comme ça aussi. Oui. Ou tu vas tout d'un coup sentir que tu as du mal à mettre un pied devant l'autre, enfin que c'est pas comme d'habitude. Ça, c'est une indication que les énergies denses sont bien présentes, elles sont bien congestionnées et donc la maison en question est peut-être à assainir, enfin à alléger, on va dire. Voilà, c'est ça, à alléger. Alors, il y a l'invité 22 là qui pose la question, parlera-t-on du gardien du lieu et des vortex SVP? Oui, alors ça, on m'avait posé la question sur Facebook et j'ai répondu que dans le cadre des gardiens du lieu, alors je n'ai rien contre, hein, au contraire, je trouve qu'ils sont bien là. Ça fait partie de l'âme d'une maison. Les gardiens du lieu, c'est eux qui vont déterminer et arrêter le caractère d'une maison, qui vont faire qu'on s'y sent bien ou pas. Ils peuvent être là pour protéger les habitants. Enfin, ça, c'est un domaine relativement vaste, les gardiens du lieu, les vortex aussi. Intellectuellement, c'est très intéressant. À titre personnel, ça doit être très enrichissant. Le seul souci, c'est que dans le cadre de cette émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout aborder. Et dans le cadre des gardiens de lieu et des vortex, je ne vois pas comment je pourrais répondre aux gens à savoir, savoir si leur maison est plutôt agréable à vivre ou pas, savoir comment on peut alléger leur atmosphère et leur apporter un bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, les gardiens du lieu, oui, j'ai en tête un cas qui est arrivé dernièrement. Ils ont leur raison d'être. Euh, Ils portent bien leur nom, dans certains cas. Une dame qui a acheté une maison il y a plusieurs décennies de cela, et dès qu'elle est rentrée, cette dame est médium,
hein, je le précise, hein. Dès qu'elle est rentrée dans cette maison, elle a senti qu'il y avait autre chose, une atmosphère différente que dans d'autres maisons. Elle s'y est donc installée et très rapidement, elle a été témoin de pas mal de petites choses, voilà, de manifestations, on va dire. Et elle s'est mise tout simplement à dialoguer. Et de temps en temps, elle ressentait une main bienfaisante sur son épaule. Donc, elle vit au quotidien avec cela. Et elle s'est aperçue que certaines fois, quand elle accueille chez elle certaines personnes qui ne sont pas forcément dans des dispositions morales très, on va dire, positives, eh bien, les gardiens du lieu, enfin, le gardien du lieu, en l'occurrence, se charge de les agresser gentiment, mais en tout cas de les faire partir. Et effectivement, elle m'a dit, encore dernièrement, ma fille m'a amené une de ses amies. Elle me dit, l'amie en question a été chassée, carrément. Donc, je pense que oui, toute chose, encore une fois, a sa raison d'être. Euh, voilà, donc voilà ce que je vais dire ce soir sur les gardiens du lieu sans trop m'étaler. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une entité comme une autre. Voilà, donc dans certains cas, c'est très bénéfique. Bon, quand c'est plus nocif ou moins bénéfique pour la personne, on va s'attacher à lui faire comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Mais bon, si le gardien de lieu est là, bien souvent, c'est plutôt du positif que du négatif. En plus, ils sont gardiens d'une mémoire, d'une histoire. Alors, après, ça aussi, c'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais quand on dit qu'une maison a une âme, c'est ça. Il faut s'attacher quand même à faire en sorte que l'on puisse vivre dans le présent et non pas vivre dans le passé. Et souvent, on est face quand même à des maisons qui perpétue une histoire, l'histoire des locataires ou des propriétaires précédents. C'est dans ce cadre-là, par exemple, Oui. que l'on va parler de mémoire du lieu, où on va parler de maisons à cancer, que l'on va parler de maisons qui ruinent les propriétaires. Euh, voilà, donc euh, voilà, il faut, il faut faire en sorte que les habitants et leur maison, donc leur habitat, vivent tous deux en harmonie et que les deux histoires, parce qu'une maison a une histoire, comme les habitants ont une histoire, il faudra s'attacher à ce que les deux vivent en parfaite harmonie et que tout se passe bien. Donc là, on est effectivement dans les énergies subtiles, on s'éloigne un petit peu de la géobiologie naturelle. Donc voilà ce que je dirais pour l'instant sur les gardiens des lieux. Bon, Ouais. les vortex, là, il nous faudrait faire référence à la géobiologie sacrée, il faudrait faire référence à certains flux, certaines connaissances qui ce soir sont inabordables de par le temps qui nous est imparti. Et je crois qu'il va nous falloir plusieurs émissions. Mais figure-toi que j'y pensais, mais il y a tellement, tellement de choses à dire, ne serait-ce que sur l'énergie eau, pour revenir sur celle-ci. Donc j'expliquais bien que l'eau était porteuse donc de certaines substances, de certaines mémoires, hein, et qu'en fonction donc de la dynamique voilà de la vitesse avec laquelle elle passait, eh bien l'effet pouvait être différent. On a vu également que selon si elle traversait un terrain qui était plutôt acide ou alcalin, on était face à une force beaucoup plus activante ou inhibitive, au contraire. Alors dans le cadre de l'énergie eau, c'est bien de commencer par l'énergie eau parce qu'on peut voir quasiment tous les cas de figure qui peuvent se présenter. On est face à des possibilités quasiment infinies, tu l'as bien compris, parce que pour l'instant, on a parlé de la couleur de l'eau, due par exemple à la composition du terrain, mais imagine maintenant, enfin imaginez, je m'adresse aussi aux auditrices et aux auditeurs, imaginez qu'en plus de cela, il y ait une faille qui traverse une masse ferreuse, par exemple, avec un terrain donc qui est plutôt acide. On va être face ici à des symptômes très, très compliqués à analyser, très diversifiés, donc je ne les citerai pas parce que c'est relativement important, mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est que voilà, l'eau déjà, si on réussit à se soustraire à cette fameuse énergie eau, quelle qu'elle soit,
on a déjà gagné énormément en terrain et d'un point de vue santé, on peut s'y retrouver. Je parlais donc de cette énergie eau, j'ai commencé à parler de la faille. Pourquoi je parle de nuages de congestion? Parce que bien sûr on est dans l'invisible, donc c'est facile de dire qu'il y a des congestions à la surface. Ça a été prouvé, ça a été mesuré par certains appareils. On est quand même face à d'énormes anomalies énergétiques qui vont être de l'ordre des rayons gamma, des radiations de neutrons et de la modification de l'ionisation de l'air. De mémoire, lors de la première émission, j'ai parlé de cette importance qu'il y avait à s'attacher à la qualité de l'air que nous respirons, selon s'il y avait plus d'ions négatifs ou positifs. Donc, quand on est face à une maison qui présente une anomalie au niveau de cette fameuse ionisation, eh bien, il y a un remède relativement simple, c'est tout simplement d'aérer sa maison. Ça, c'est un des remèdes très efficaces et qui ne coûte rien au passage. Donc, aérons nos maisons, créons cette circulation d'air qui est ni plus ni moins qu'un mouvement énergétique qui chasse les énergies congestionnées. Oui. Et donc tout ce qui peut émaner du sol, entre autres du fait de cette circulation, de ce passage d'eau, mais également quand on est face à des cavités fermées qui dégagent du gaz, du radon aussi, entre autres. Donc voilà, premier réflexe, je dirais que quelle que soit la saison, n'hésitons pas, ouvrons nos fenêtres, voilà, et faisons circuler de l'air frais. Voilà, ça c'est un remède déjà très important. Catherine, on dit qu'il faut aérer une maison, 15 minutes par jour. Oui, en gros, c'est ce que j'ai toujours appris, qu'une maison devait être aérée au moins 15 minutes par jour, de façon à enlever toutes les mémerdes qu'il peut y avoir, quoi. Oui, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Oui, c'est sûr que 2-3 minutes, ça ne suffit pas à renouveler l'air intérieur. Donc, dans l'absolu, ça servirait à rien. Mais nos anciens, ils savaient ça. Ils dormaient même les fenêtres ouvertes. Et les anciens, ça me fait penser, avaient une habitude extraordinaire. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de connaître ta grand-mère, etc. au quotidien, mais moi, j'ai souvenir d'anciens qui tapaient souvent qui mettaient leur couverture sur les rebords de fenêtres, qui les tapaient comme ça, ainsi que les oreillers, ils les tapaient comme ça par la fenêtre à l'extérieur. Et ça, c'était pour enlever, justement. Alors, le faisait-il sciemment ou pas? Ça, je ne sais pas, mais ils avaient bien raison, parce que toutes les congestions qui viennent de nos pensées négatives, de cauchemars, etc., eh bien, rien qu'en tapant un oreiller plusieurs fois, 2-3 fois d'affilée, tu enlèves ces congestions, tu décongestionnes l'oreiller, tu décongestionnes le tissu. Donc oui, ouvrons nos fenêtres, n'hésitons pas à taper sur nos coussins, notre canapé, notre lit. En plus, en même temps, c'est très dynamisant, donc c'est que du bonheur. Donc oui, minimum 15 minutes par jour, oui, c'est un minimum. Après, l'idéal, ce serait de toujours laisser maintenant, il existe des fenêtres à battants que tu peux entrouvrir seulement et ainsi, sans que cela ne t'empêche de vivre ou ne te pousse à porter un gros pull chez toi, ça fait circuler tout ça, ça allège l'intérieur, c'est que du bonheur. D'accord. Oui. Donc nous en étions la congestion qui était causée par l'énergie eau. Donc on l'a vu, elle se diffuse bien sûr en superficie, mais elle pénètre aussi bien sûr le terrain. Donc l'énergie eau est une énergie qui a une pollution, je dirais, extrêmement trompeuse. Donc premier réflexe, si on doit faire venir un géobiologue ou un sourcier, c'est éliminer cette nuisance-là. En plus, c'est une énergie qui est encore plus trompeuse, en ce sens que si jamais sur cette congestion biologique souterraine que constitue par exemple une nappe d'eau ou un courant d'eau souillé qui se situe en dessous de la maison ou sur ton terrain, si en plus de cela
tu as un nœud Hartmann euh, qui vient se coller dessus, quoi, il va renforcer cette émanation, et là, on va être sur une, une densité de congestion extraordinaire à la surface, enfin, sur notre sol, et donc dans notre milieu de vie. Donc l'énergie eau par elle-même est extrêmement virulente, mais si en plus elle vient se combiner avec un effet faille dont je vais parler, et ou un nœud Hartmann, les effets sont décuplés. Hein. Donc, pour l'énergie faille, alors une faille, c'est quoi? On sait que la croûte terrestre est soumise à des forces titanesques. Qui sont à l'origine notamment de tout ce qui est tremblement de terre ou divers autres phénomènes. On est face à deux poussées en sens contraire, donc de la croûte, au niveau de la croûte, on est face à deux poussées qui vont occasionner des plis au niveau de la croûte. Et lorsque ces poussées, elles sont supérieures à l'élasticité de cette enveloppe terrestre, eh bien, ça va tout simplement créer une fracture. Et c'est cette fracture-là qui va créer une faille. Donc, une faille est tout simplement une cassure profonde du terrain, pas seulement en surface, mais relativement profonde, et grâce à laquelle ou à cause de laquelle des couches de roches différentes vont se mettre en contact. Donc, l'effet faille est relativement dangereux parce que ça va donner, si tu veux, naissance à toute une série de phénomènes. Quand ces deux couches de terrain différentes vont se trouver en contact, eh bien, cela va créer de véritables effets comme de vraies piles électriques. Donc, ça va créer en surface, si tu veux, un champ électrique. Et pour peu que cette faille rencontre en plus de cela une ligne de réseau tellurique relativement nocive, les deux énergies ensemble qui s'additionnent vont provoquer des effets sur la santé relativement néfastes. J'ai été claire ? Impeccable. Impeccable. Parfait. Impeccable. Est-ce que tu veux... Oui, juste un point avant de continuer sur les effets de la faille et de revenir sur l'effet Reich dont je parlais tout à l'heure avec cette fameuse notion de terrain projecteur et de terrain absorbant. Je voulais dire que pour ce genre de problème, il existe quand même des solutions. Hein. Notamment, moi, il est un remède, un point que j'affectionne particulièrement, c'est ce que l'on appelle l'acupuncture de la Terre, hein, ou la géoacupuncture de la Terre. Quand comment t'expliquer ça? Alors, ça consiste en quoi? En fait, ça consiste tout simplement à planter un piquet qui va nous permettre d'inverser les polarités naturelles justement du sol qui l'on va voir selon s'il est projecteur ou absorbant, aura des effets plutôt positifs ou négatifs. Et on verra que là aussi, grâce à la végétation, on va pouvoir apporter des remèdes naturels à la chose. Mais donc dans la géoacupuncture, donc on va choisir, grâce à la radiesthésie, on va modifier la polarité du terrain. Et donc, si le terrain ou la maison en elle-même dégageait des vibrations relativement négatives du genre V- dont on a parlé lors de la première émission, eh bien, grâce à ces points de géoacupuncture, on va pouvoir inverser la polarité du terrain et donc faire que le terrain et donc donc quand je dis le terrain, c'est la maison, j'inclus le jardin, etc. On va pouvoir en inversant cette polarité faire que au lieu que ça émette en phase électrique, on va pouvoir donc faire que le terrain génère des ondes positives et émette du vert plus magnétique ou voire l'idéal du violet magnétique. Hein, on avait vu dans la première émission, pour rappeler succinctement, que tout ce qui vibre en électrique est nocif pour l'homme et tout ce qui vibre en magnétique est positif pour l'homme. Donc, par ce biais-là, par ce remède-là, on va tout simplement ce qu'on appelle transmuter l'énergie.
Là où il y a des nocivités, c'est comme le principe taoïste du yin et du yang. Hein. On sait très bien que dans du plus, il y a du moins, c'est dans le moins, il y a du plus. C'est-à-dire Oui. dans du positif, il y a du négatif, et dans du négatif, il y a toujours du positif. Eh bien, on va transmuter l'énergie, c'est-à-dire que voilà, là où il y a un excès de nocivité, eh bien, on va apporter un peu de douceur. Donc, on va toujours être dans le respect de ce qui est, mais on va donner un petit coup de pouce pour remettre un petit peu les choses en place et faire que les énergies congestionnées deviennent moins lourdes, moins pesantes pour l'habitant et que tous deux se sentent bien, et l'habitant et l'habitat, quoi. D'accord. Donc, alors tu vois, j'ai reparlé de polarité. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir lors de cette émission, mais on en a suffisamment parlé lors de la première émission. Alors, l'effairage, pour revenir à l'effairage. Euh, En fait, ce monsieur a démontré que en mettant en contact deux matériaux, dont un est conducteur par définition et l'autre isolant électrique, eh bien, on va créer un courant subtil qui va entrer dans le matériel isolant et va sortir par le matériel conducteur. Donc le principe et le phénomène est de dire que lorsqu'on est face à deux matériaux différents, doués chacun d'une conductivité donc différente, lorsqu'ils vont rentrer en contact, il va vraiment se créer ce courant subtil qui va sortir du côté du matériau qui est le plus conducteur. Et ça, c'est relativement important, notamment quand on parle ici de géobiologie ou d'énergie subtile tellurique. Euh, Si on est face, par exemple, à un terrain dans lequel on va trouver des couches superposées de roches conductrices et d'autres non conductrices. Donc, dans le schéma, je vous invite à visualiser, on a une couche conductrice, donc là où on pose les fondations de la maison, une couche non conductrice, une autre couche conductrice et une autre couche non conductrice. On va être face à ce que l'on appelle un terrain projecteur. D'accord ? Et j'ai dit tout à l'heure que lorsque deux matériaux différents et de conductivité différente entraient en contact, eh bien la circulation énergétique, le courant subtil, va aller du matériau le moins conducteur vers le plus conducteur. Donc, si jamais ton terrain, sa première couche est conductrice, eh bien, tous les phénomènes géobiologiques vont être amplifiés dans le sens de l'énergie. D'accord ? Alors que si on est face à un terrain absorbant, c'est-à-dire qu'on est face à une configuration qui est totalement inversée, à savoir une couche, donc la première non conductrice et une couche conductrice, pour en dessous avoir de nouveau une couche non conductrice et de nouveau une couche conductrice, etc., eh bien, ce terrain va absorber. Et donc, ici, on sera face à un sens de l'énergie qui sera affaibli. Je suis claire ? Tu es clair, très clair même. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Donc on a vu lors de la première émission, on a eu cette notion des courants telluriques qui étaient moins, le cosmos qui était plus, et l'homme qui était entre deux. Donc on est dans cette fameuse notion de polarité, de plus et de moins. Donc, quand je vous parlais de géoacupuncture tout à l'heure, si on est face à un terrain donc plutôt nocif pour nous, parce que plutôt projecteur qui va amplifier les phénomènes telluriques, eh bien la géoacupuncture vient tout simplement le fait qu'on plante dans la terre ce piquet-là, on va repérer en radiesthésie, bon déjà la polarité du piquet en question, d'accord ? Donc mettre le plus en haut et le moins en bas, et on va s'assurer que, si tu veux, le piquet, de par sa polarité même, eh bien, va inverser la polarité de la Terre. C'est-à-dire son côté moins, on va essayer de le planter à hauteur d'une couche qui va être plutôt plus dans la Terre, et son côté donc plus, faire qu'il ressorte vers le cosmos, de façon à rééquilibrer ce terrain. Donc c'est une solution qui n'est pas très onéreuse, mais qui est ô combien efficace. Dès lors que l'on remet en place la polarité, tout rentre dans l'ordre. Et
Dès l'instant où on est face à une oscillité qui vibre en V- électrique, ou pour simplifier la chose en électrique, par ce biais-là, eh bien, on fait en sorte que la polarité soit bonne et tout rentre dans l'ordre de phase électrique, on passe en phase magnétique. Donc, de ce qui est par définition nocif, on passe à quelque chose de positif. D'accord. Lors de la première émission, je faisais référence en disant que si la polarité en soins, dans le cadre de soins à la personne, si la polarité d'une personne est inversée, elle a beau avoir affaire au meilleur thérapeute du monde, le remède en question ou le travail que fera le thérapeute ne tiendra pas parce que du fait de cette polarité inversée qui fait que la circulation énergétique ne se fait pas normalement. Et bien avec la géoacupuncture, on est dans le même principe. Dès lors qu'on rétablit la polarité du terrain, eh bien on assainit et on élimine une grande majorité de nocivité. Donc voilà, il ne faut pas paniquer. Il y a des solutions relativement simples et je dis peu onéreuses parce que j'ai tellement vu de remèdes voilà, au prix exorbitant que voilà, je tiens à avertir les gens, à attirer leur attention là-dessus. Ce n'est pas la cherté du remède qui fait La qualité. l'efficacité de voilà, apporter aux solutions. Voilà. Catherine, on peut passer à quelques questions du chat. Alors, l'invité 22. Alors, si c'est un cours d'eau qui vient d'un lieu divin, il est donc positif pour l'humain ou n'importe quelle circulation d'eau est négative? Non, comme je disais, l'eau en elle-même n'est pas forcément négative. Ce qui va en faire la nocivité, c'est ce dont elle est porteuse. Donc, si la personne, ben moi je dirais cool, c'est bien, c'est que du bonheur. Si enfin, je sais pas si la personne précise si elle subit certaines influences ou si elle rencontre certains problèmes au niveau de sa santé, mais à mon avis, non, ça ne peut être que vibratoirement parlant très positif. Maintenant, là aussi, il faut rester prudent parce que tu as beaucoup de lieux divins qui sont dits divins ou dits des hauts lieux telluriques, mais qui sont tellement pollués par l'intervention de l'homme et certaines cérémonies, on va dire, certains rituels, hein, que l'énergie dite divine ne l'est peut-être plus forcément à notre époque. Donc il faut rester prudent à ce niveau-là. Mais par définition, c'est positif. D'accord. Ça peut être positif. Alors, autre question, Daniela. Euh, Est-ce que dans un lieu pollué, par exemple, est-ce que si on se met une couverture de survie, donc avec de l'aluminium dessus, est-ce que ça nous protège? Oui, alors ça, il y avait eu un cas comme ça. Oui, j'avais parlé sur Facebook d'un cas, une dame qui était venue me voir et ses trois enfants étaient malheureusement victimes d'énurésie. Et ce, depuis qu'elle avait aménagé dans sa maison. Et cette dame, quand elle était venue me voir, c'était plus pour des soins à la personne que pour autre chose. Mais quand elle m'a parlé de ça, je lui ai parlé de la géobiologie. Elle n'était pas du tout, mais alors pas du tout réceptive. Et je lui avais conseillé pour essayer. Je lui avais dit, bah, écoutez, mettez une couverture de survie sous le lit de vos enfants, face argentée côté terre, face dorée côté ciel. Et je lui ai dit, voyez ce qui se passe. Et effectivement, très peu de temps après, elle m'a contacté en me disant que ses enfants n'étaient plus victimes et ne faisaient plus pipi au lit. D'accord. Donc oui, c'est un système, voilà, je crois qu'une couverture de survie, ça doit coûter 3 euros chez Decathlon. À fond la forme. Donc voilà, là aussi, ne nous en privons pas. Euh, Ça peut être une solution temporaire, le temps de faire intervenir quelqu'un hein, pour éradiquer la chose. D'accord. Donc oui, cette dame, oui, A raison. fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, Cataclic, comment améliorer la qualité de notre sommeil et notre endormissement? Merci. Ah, alors comme j'ai dit, hein, j'ai parlé d'insomnie dans le cadre d'un terrain acide, etc., dans le cadre de l'eau, de failles, etc. Alors, il est un remède déjà, enfin un remède, hein. Comment on va dire, une solution très simple. Si on est victime d'insomnie, bah, je dirais que la première chose à faire, c'est le bon sens qui l'indique, c'est tout simplement
de déplacer son lit. Et on observe une petite semaine ce qui se passe. Si la personne n'est plus insomniaque, eh bien, on peut supposer qu'effectivement, précédemment, elle était victime de courants d'eau ou de réseaux telluriques nocifs pour elle, qui excitaient ces petites cellules. Donc, il y a ce premier point. Elle peut déjà déplacer son lit et observer. Le deuxième point, c'est d'orienter la tête de son lit. Ça, c'est une question qui revient souvent, à savoir, est-il vrai ou pas qu'il faut dormir la tête au nord ou autre? Alors, il faut savoir, pour répondre à la question, que il existe des vents planétaires énergétiques. Donc là, je parle aussi bien en géobiologie qu'en feng shui. Toute la superficie de la planète est continuellement soumise à l'action d'au moins 2 vents puissants d'énergie subtile. On parle toujours d'énergie subtile. Il y en a un qui vient du nord et donc qui se dirige par voie de conséquence vers le sud, et un autre qui vient de l'est et donc par voie de conséquence qui se dirige vers l'ouest. Reich, dont je parlais tout à l'heure, aurait trouvé un autre vent énergétique qui se déplace, lui, d'ouest en est. Alors, pour retenir les deux premiers, les deux principaux, pourquoi je les retiens d'ailleurs, c'est tout simplement parce que ce sont les vents les plus propres qui soient d'un point de vue énergétique. Donc, on est bien d'accord que la circulation va du nord au sud et de l'ouest, de l'est à l'ouest. À l'ouest. Voilà. En fait, cette circulation énergétique sur la superficie de la planète est assimilée, si tu veux, est similaire à celle de l'homme. Qui lui est constitué pareil d'artères, de veines, mais alors, au sens propre comme au sens figuré, à savoir qu'on va également parler d'artères et de veines d'énergie subtile. Donc ce sont des réseaux tout simplement et des canaux qui vont porter une énergie propre et pour pousser les énergies usées. Donc c'est un renouvellement, tout comme, tu vois, pour parler en analogie, d'un courant d'air qui passe chez toi et qui chasse l'air vicié pour remplacer par du nouvel air. De l'air propre. Voilà. Donc, notre système énergétique, le nôtre, en tant qu'être humain, est également alimenté par ces vents du nord et d'est. Quand ces deux vents ne sont pas contaminés par une quelconque énergie malsaine, ça peut être n'importe quoi, un hôpital, un cimetière, voilà ce que tu veux, eh bien notre système énergétique, il va être capable d'aspirer toutes ces énergies subtiles pures et donc qui vont faire place aux énergies souillées. Donc, d'un point de vue énergétique, on va dire que la partie la plus délicate de notre système à nous, c'est celle qui va de la tête au plexus cardiaque. Et la partie moins délicate, qui par voie de conséquence va du plexus solaire au pied. Quand tu dors la tête au nord, eh bien, ou à l'est, ou au nord-est, peu importe, tu vas subir tout simplement une sorte de lavage énergétique nocturne. D'accord ? Oui. Donc, c'est en ce sens-là que l'on dit qu'il est préférable de dormir la tête au nord, ou la tête à l'est, ou la tête au nord-est. Les énergies subtiles sont pas tout à fait les mêmes. Je dirais que toutes les énergies qui viennent de l'Est sont des énergies extrêmement dynamisantes et régénérantes. Le soleil se lève à l'Est. Donc j'aurais tendance à dire que les gens qui sont affaiblis par une quelconque maladie, j'aurais tendance à leur dire essayez de dormir la tête à l'Est. Pour que toutes ces énergies donc passent par la tête et poussent les énergies usées par les pieds et ainsi créer ce circuit énergétique, ce lavage énergétique. Voilà. Pour les personnes qui sont en bonne santé, je dirais que dormir la tête au nord, c'est relativement bien.
Donc voilà, donc pour les insomnies, je dirais ça, aérer la maison à cause de la ionisation de l'air, donc de la chambre, déplacer le lit si c'est le cas. Euh, Si on peut mettre sa tête de lit soit au nord, soit à l'est, ou entre les deux, peu importe, et on observe, on voit ce qui se passe. Si malheureusement il ne se passe rien, qu'on est toujours dans l'insomnie, que la personne d'un point de vue biologique ne trouve aucune explication, ben là effectivement la géobiologie peut apporter des réponses. Mais là, tu l'as compris, c'est toute une étude, hein. On ne peut pas répondre comme ça en quelques instants. J'ai juste oublié de dire aussi, quand on est face à un terrain trop acide, Et le qu'il sommeil. y a, ou qui donc est projecteur, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une parade qui est très très efficace, c'est tout simplement de planter de l'herbe. L'herbe est Parce- adoucissante. Pardon? L'herbe est adoucissante. Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'herbe, le manteau herbeux, en fait, si tu veux, va transformer le terrain projecteur en un terrain absorbant et donc D'accord. minimiser déjà encore une fois les ondes nocives. C'est bien reconnu que les végétaux absorbent Bah, l'eau, oui, forcément. voilà, toutes les quantités d'énergie subtiles des terrains. Mhm. Donc, ben voilà, donc ici, on a un remède 100% naturel qui est dans le respect de la planète. Et après, ben, tu laisses tout simplement ben, les choses se faire. Voilà, la planète sait très bien s'autogérer toute seule. Et voilà, dans cette interaction-là des êtres vivants avec les végétaux, l'air, l'eau, les éléments, quoi, bref. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'était un point. Voilà, donc vive l'herbe, marchons pieds nus dans l'herbe. Ah la vache. Non, mais Non, pour l'herbe, hein. C'est- mais voilà, mais je veux dire, entre la géoacupuncture, ben, si c'est pas possible, eh ben, voilà, mettons un manteau herbeux autour de sa maison, hein, et ça minimisera déjà beaucoup les choses. D'accord. Bah, donc, comme dirait l'autre, avec le gazon, ça gaze. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'un terrain, tu plantes des arbres dans ton terrain, c'est pareil. L'arbre, euh, l'arbre est ce qu'on appelle un transmutateur. Il va tout simplement transmuter les énergies subtiles souillées en énergie pure. N'importe quel arbre. Ah oui, oui, oui. Ouais. D'accord. C'est un peu comme, en fait, c'est un peu comme les chats qui vont absorber les mauvaises ondes. Oui, voilà, on va dire ça. C'est un peu Mm. pareil. Voilà. Alors j'ai une question de David. Bonsoir et merci de votre interview. Quand j'utilise mon pendule, je vois parfois les énergies noires qui faussent mon pendule et des énergies blanches apparaissent après. Et mon pendule refonctionne bien en fait. Pour ceux qui ne voient pas les énergies, comment savoir si le pendule fonctionne bien ou pas? Ah, What's the question? yes. Ben, si on ne le voit pas, ben, c'est bien dommage. Mais on ne peut pas le savoir parce que quand tu utilises un pendule, que tu es dans la radiesthésie mentale, et on va dire que tu n'es pas tout seul, tu peux être influencé effectivement. D'accord. Raison pour laquelle, personnellement, j'ai complètement banni tout ce qui est voyance et compagnie avec la radiesthésie, Ah, parce qu'on forcément, oui. peut être manipulé. Tout à fait. C'est une évidence. Alors, ce monsieur a la chance de voir, d'autres ne l'ont pas, donc après, c'est le libre choix de chacun quant à l'utilisation qu'il doit faire de son pendule. Il y a une question sympathique de la part de Marina. Alors, on fait comment quand on habite, quand on vit en appartement? Parce qu'en fait, il y a tu as parlé des réseaux, de l'exposition, etc., etc. Mais est-ce que plus on est haut dans un appartement, est-ce que c'est toujours la même influence ou est-ce que l'influence de la Terre et donc des sources souterraines influe autant selon la hauteur où on habite? Alors, j'ai expliqué que les énergies denses donc étaient plus lourdes que les énergies, on va dire propres. Enfin, les énergies congestionnées étaient plus lourdes que les énergies propres. Donc, d'un point de vue
énergie subtile, plus on va être en hauteur et plus on va dire l'environnement sera sain à ce niveau-là. Mais, nous sommes dans le monde moderne avec des habitations modernes dans lesquelles nous allons trouver beaucoup de béton, beaucoup de fer, etc., qui sont des conducteurs d'énergie subtile. C'est vrai qu'on peut lire dans la majorité des ouvrages que plus on va vivre en hauteur, surtout au-delà du quatrième étage, et plus on va être face à des réseaux telluriques en fait resserrés. Donc on va beaucoup plus subir de nocivité euh, au-delà du quatrième étage que si on habite à un rez-de-chaussée ou à un premier étage. Moi, j'habitais au 12e, moi. Pardon? À une époque, j'habitais au 12e. Bon, ça va? T'as pas eu de problème de santé, c'est bon. Ça Alors, va. plus on habite haut et voilà, alors là, c'est une question simple, mais la réponse n'est pas si simple que ça. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des vents énergétiques de la Terre, les vents du nord, de l'est, etc. Mais il existe d'autres vents qui sont moins sympas. Donc il va falloir regarder euh, l'orientation de l'immeuble ou de l'appartement. Ensuite, effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de fer dans nos habitations amplifie les phénomènes, donc déforme par définition les réseaux. Donc c'est très compliqué. Oui, je plains les gens sincèrement qui vivent en hauteur. Mais là, dans les appartements, c'est pas évident. Là, les corrections à apporter sont très très compliquées. Sont très compliquées. Donc là, ce serait rentrer dans des détails assez extraordinaires parce que il y a des réseaux classiques. Hein, on va parler des phénomènes de l'eau, des failles, etc., qui, oui, se ressentent à plusieurs étages au-dessus, ça c'est clair. Les réseaux Hartmann et Curie qui se déforment, plus on va monter, plus ils se déforment. Donc plus ils se resserrent, plus ils peuvent nous soumettre à des nœuds géopathogènes. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, dans une maison, comment te donner comme exemple simple, si un nœud géopathogène ou un point étoile, donc qui regroupe et un nœud Curie et un nœud Hartmann, se retrouve près d'un mur, la personne, si tu habites au rez-de-chaussée, une maison de plein pied, peut te dire, bon, à la rigueur, ce n'est pas trop grave, dès lors qu'il s'intéresse à la congestion des énergies. En revanche, quand tu habites en appartement, tout ce réseau ferreux, là, toute cette ferraille va amplifier les phénomènes et là, ça peut prendre des proportions extraordinaires. Alors, sans compter sur la pollution électromagnétique, etc. Donc, vivre en appartement, quand on le peut, c'est à éviter. Hein. Je peux pas trop rentrer dans Oui, les oui, oui. détails. On va pas trop détailler non plus. Non, On n'a pas non, le non, temps là. mais bon, l'essentiel, il est là, quoi. Hein. Oui. Alors là, il y a Daniela qui nous dit un petit peu comme ça. Est-ce que le plus peut le moins? En l'occurrence, elle pose cette question. Est-ce que en habitant sur un haut lieu d'énergie positive, il y a aussi des risques de santé? Oui, malheureusement, oui, parce que, euh, parce que tout est vibration. Euh, pour que l'on soit, pour que l'on soit en bonne santé, il faut que on soit dans nos bonnes vibrations. Il faut qu'il y ait un équilibre. Je crois que c'est messieurs Chomry et de Bélisal qui parlait de synchronisme avec la longueur d'onde fixée par le créateur. Voilà, de Waouh. mémoire, c'est un truc comme ça, je trouve ça fabuleux. Euh, oui, si tu vis sur un haut lieu énergétique, tu peux ne pas le supporter. Tu vas toujours être dans du plus, et à terme, ton organisme peut s'épuiser. Donc c'est ce que je disais, le plus peut le moins. C'est ça.
D'accord. Alors, Et oui, Marina. tout est question d'équilibre. Oui, mais c'est vrai, en plus, hein, oui, 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 oui. Oui, encore une fois, hein, tout est question d'équilibre. Hein, Alors, Marina, une fois chez une dame, je suis tombé avec mon pendule sur un rayon sacré, donc entre parenthèses avec ma planche. Mais comme je suis débutante, j'ai un peu cherché sur le net, etc. Mais pas trouvé grand-chose. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Décidément. Euh, alors, en géobiologie, il est vrai qu'on parle beaucoup de nocivité. Et je trouve ça bien dommage. Maintenant, ça a le mérite d'attirer l'attention des gens et leur expliquer que quelquefois leur malaise n'est pas forcément dû à eux-mêmes, à un problème intrinsèque biologique, mais bien à un problème environnemental. Je dis souvent, le meilleur des remèdes, c'est de ne pas avoir besoin de remèdes. Systématiquement, quand on nous appelle en tant que géobiologue, c'est pour essayer de résoudre un problème de maladies graves ou de mortalité dans certains élevages, etc., etc. Donc, il est évident que notre premier réflexe va être d'essayer de déceler tout ce qui est nocivité à l'être humain. Mais il existe effectivement des réseaux que certains pourront appeler des réseaux sacrés. Alors là encore, ça rejoint la géobiologie sacrée, mais il existe d'autres réseaux qui sont très très favorables à la santé, que sont les réseaux cuivre, or, argent, etc. Ces réseaux, on les retrouve souvent dans les églises, au niveau des hôtels, etc., dans des hauts lieux énergétiques, dans des lieux de guérison, où l'eau, d'ailleurs, l'eau est imprégnée de ces vibrations-là. Et je trouve dommage qu'en géobiologie, on ne s'attache pas suffisamment à repérer ces réseaux dits sacrés. Parce que, encore une fois, tu sais, qui peut le plus, qui peut le moins. Mais pourquoi ne pas utiliser ces réseaux-là pour apporter un bien-être aux habitants? Si on part du principe que l'on peut dévier ou on va dire domestiquer des réseaux négatifs, pourquoi ne pas faire la même chose avec les réseaux positifs? Encore une fois, on est dans le respect de ce qui est et on se sert de ce qu'il y a sur place. Maintenant, il est vrai que les résils de chacun des réseaux n'est pas du tout espacée de la même façon. Elle ne se présente pas du tout de la même façon à la surface du globe. T'en as certaines qui sont espacées nord-sud, est-ouest, d'autres qui sont diagonales. Donc, t'en as qui sont espacés, des murs qui sont espacés de 2 mètres, 2 mètres 50, d'autres de 4 mètres, 4 mètres 50, mais tu en as qui sont espacés de plus de 400 kilomètres, D'accord. notamment dans les réseaux sacrés. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'édifices sacrés à tous les coins de rue, parce qu'ils suivent ces fameux réseaux sacrés. Mais je remercie Marina quelque part d'avoir posé la question, parce que, alors, pour trouver ces réponses, il faut qu'elle aille voir dans la géobiologie sacrée. Et après, ben, une fois qu'on en a détecté un, eh bien, effectivement, s'en servir comme un remède, encore une fois, en transmutant les énergies congestionnées en énergies moins congestionnées, ou en tout cas plus bénéfiques pour la personne, pour l'habitant. D'accord. Alors, cataclique, peut-on purifier donc un lieu hein, en lisant des prières ou des morceaux de texte sacré? Pour l'avoir fait, je dirais oui. D'accord. Voilà, donc c'est... Je suis intervenue dans une maison il n'y a pas longtemps. Il y avait vraiment des manifestations pas du tout sympathiques. Et donc, j'ai procédé par ordre hein, et mon premier réflexe, bon, les personnes, je remets les choses dans le contexte, les personnes étaient croyantes. Hein. Il faut encore une fois s'enquérir des croyances des personnes à qui on a affaire hein, pour ne pas heurter et être dans le respect voilà, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles croient ou ne croient pas. D'accord. Donc, dans ce cas précis, j'ai utilisé les prières. J'ai utilisé des prières bien précises contre les esprits impurs, etc. D'ailleurs, certaines personnes les trouveront sur ma page Facebook. Euh,
et ça a marché. Les manifestations ont suivi 2 ou 3 jours, hein. Il faut savoir que dans certains cas, c'est pas immédiat. Dans le cas précis, il y a des habitants, des personnes, enfin, des âmes présentes qui ont pu monter, qui en ont profité pour monter. Mais quant à certaines manifestations plutôt négatives, elles ont mis 2, 3 jours à partir, mais elles sont parties. Hein. D'accord. Et derrière, je dirais que si la personne utilise les prières, il n'y a pas de mal si les habitants, encore une fois, sont d'accord, hein, à faire venir un prêtre, hein, et à faire bénir chaque pièce de la maison. Voilà. Ben, on va aller un petit peu dans ce sens-là avec la prochaine question, avec l'invité 22. Peut-on modifier la structure moléculaire d'une eau chargée en envoyant des pensées positives? Je sais qu'avec le magnétisme, on peut le faire. En amont du cours d'eau. Et donc, c'est Yannick. Voilà, s'il pouvait changer de. En fait, le 22, c'est Yannick. Voilà. Donc, s'il pouvait changer le chiffre en pseudo, ça serait super. Si quelqu'un peut expliquer. Voilà. Tu as compris la question, Cathy? Ouais, je réfléchis. Ah, tu sais faire ça. Euh, alors, comment te dire? Magnétiser un courant d'eau, c'est pas la même chose que Que magnétiser un magnétiser un verre verre d'eau. d'eau. En ce sens, C'est c'est clair. pas tant la quantité qui compte, c'est le fait que si dans l'absolu tu es face à de l'eau stagnante, je dirais pourquoi pas. Mais quand tu es face à un courant d'eau où on a un flux et un reflux continuel, où on est face à des substances, à des mémoires sans arrêt Ouais, différentes, qui bouge, oui. Oui. voilà, je veux dire, qu'en est-il de son intention? C'est comme certains géobiologues qui repoussent les réseaux psychiquement parlant. Pourquoi pas? Moi, quelquefois, dans le cadre de nettoyage de certains nettoyages énergétiques, c'est pas une majorité, je peux utiliser le Reiki. Hein, je suis maître Reiki, donc j'utilise les symboles, je fais un nettoyage énergétique d'un lieu, mais attention, on est face à une intention. Euh, Est-ce que cela perdure réellement? Quand on est face à des phénomènes physiques, j'en suis moins sûre. Alors, pour le piqué, j'avais entendu plus en bas et moins en haut, je comprends plus. Non, c'est-à-dire que chaque chose a un sens. Et on est comme une pile. On a dans le cas d'une polarité, on a un côté plus, le sommet par exemple de la tête, et un côté moins au niveau des pieds. Tout comme la Terre est moins, c'est le soleil et le ciel est plus. D'accord? Ça, c'est clair? Oui, bah apparemment oui. D'accord? Moi, je comprends. Alors, un piqué, c'est pareil. Quand un piqué en fer, en cuivre, il a lui-même sa polarité, c'est-à-dire qu'il a un côté plus et un côté moins. Quand on veut changer la polarité d'un terrain, qu'on est face à plusieurs couches successives, comme j'expliquais, conductrice, non conductrice, donc positive, polarité négative, etc. Quand on veut inverser la polarité du terrain, on va planter le piquet de façon à ce que son côté, sa polarité négative, par exemple, puisse s'ancrer et s'arrêter sur une couche positive du sol, Mhm. et donc inversement, son côté positif soit sur un côté, sur une couche du sol négative, de façon à inverser les polarités. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi oui, tout à fait. Voilà, donc c'était ça, le principe de la géoacupuncture, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, Cathy, c'est la part de Cataclic. Cathy, y a-t-il une association ou des associations qui regroupent les géobiologues de France? Oh oui, oui, il y en a à foison. Il y en a D'accord. à foison. Après, l'idéal, c'est de se renseigner d'un point de vue local, parce que le principe de la géobiologie, c'est de tester. Bien sûr qu'il faut lire, bien sûr qu'il faut se renseigner, les choses évoluent, et puis tu as des gens, des chercheurs qui avancent des hypothèses, et donc il est bon de prendre ces hypothèses-là, mais par contre, il est encore meilleur de les tester. Donc plus on est de fous, et plus on rit, et plus l'échange est riche. Oui. Hein. Euh, donc,
Oui, c'est peut-être conseillé, oui. Donc, point de vue local ou même national, hein, ça sur Internet, on trouve. D'accord. Et il n'y a plus de questions. Et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ben, elle Voilà. devait durer 1 heure, et ça dure 1 heure et demie, mais j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Ben, c'est pas grave, on en fera une autre à la rentrée, hein. Je vais te remercier également, Cathy, d'être passée nous voir. Et donc, rendez-vous est pris, je pense, pour la rentrée. Oui, ben, tu avais parlé en octobre éventuellement de faire une émission sur le Feng Shui, mais je pense que ce qui serait intéressant, parce que je voulais parler de points fondamentaux ce soir, mais c'est vrai que ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire. J'aimerais parler des couleurs, des formes, etc. Parce que les gens, sans avoir fait de stage, sans avoir lu une centaine de bouquins, mais avec un minimum de connaissances, hein, peuvent chez eux créer des courants d'énergie subtils qui amoindrissent toute nocivité ou toute énergie condensée négative, quoi. Ça, on peut le faire avec des simples cadres pendus au mur. On peut le Mhm. faire avec des couleurs. Voilà, on peut, avec un minimum de connaissances, déjà alléger son intérieur, alléger l'atmosphère et se soustraire à des courants d'énergie subtile, voilà, pénibles, on va dire nocifs. Voilà. Donc, c'est vrai qu'une prochaine émission, oui, pourrait porter sur les énergies subtiles en ce sens-là, quoi, hein, avec en portant une attention particulière à la science de l'analogie qui est relativement intéressante à maîtriser. Si les gens, juste une dernière petite chose, si les personnes rencontrent des soucis de santé qui ne peuvent être expliqués médicalement parlant ou autres, qu'ils sortent et qu'ils regardent leur maison, qu'ils passent par cette fameuse connaissance de l'analogie, c'est-à-dire qu'ils vont comparer l'entrée de leur maison à leur bouche, les fenêtres à leurs yeux, les volets à leurs paupières, le toit à tout ce qui touche à la tête, le cérébral. Euh, j'ai le cas d'une dame une fois qui m'avait fait venir pour un problème d'asthme, d'allergie, et en fait, il s'était avéré, quand je suis arrivée chez elle, que j'ai visité le lieu, que les couloirs, par exemple, étaient extrêmement encombrés. Mhm. Et comme par hasard, je lui ai simplement dit, bah, écoutez, déjà, ce serait bien de désencombrer les couloirs, de faire que ça passe, que l'énergie passe, que ça rentre dans les chambres, etc., etc. Elle l'a fait. Et son problème d'asthme et d'allergie, ben, c'est en partie très nettement, enfin on va dire c'est très nettement amélioré déjà. Voilà. Voilà, on va être obligé de couper là parce on a Oui. allègrement dépassé les 1h30. Je vais te faire de gros bisous, Cathy. Ben, je remercie tout le monde d'avoir tenu jusqu'au bout. Bah, Je te remercie également. pour une émission du vendredi soir, je vais te dire que c'est super bien. Bon, Parce que ben, souvent les gens ils sont au barbecue ou ils sont ailleurs le vendredi. Et bon, il y en a quand même dans le chat, hein, mais voilà, hmm. c'est super. Merci à toutes et à Voilà. tous et merci à toi. Gros bisous et puis bah, pour toutes les auditrices et auditeurs, bah, je vous souhaite un agréable week-end.